Hello. Hola. Hello. Ciao. Joyeuse escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allô la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022. De la web radio Allô la planète. À tous les auditeurs d'Allô la planète, on est toujours au festival Joyeuse Escale à Joyeuse pour cette première édition. Et donc là, on sort tout juste de la projection de Chercheurs d'âme de Julien Belin qui est en face de moi, accompagné d'une famille qui vient aussi de découvrir le film. Donc est-ce que d'abord vous voulez bien vous présenter, indiquer vos prénoms, et puis on a des jeunes à côté de nous et donc vos âges, parce qu'après à partir de 20 ans on ne demande plus les âges. Alors... Bonjour, je m'appelle Chaska et j'ai 15 ans. Je m'appelle Luna et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Tej et voilà, j'ai quelques années. Très bien. Et donc du coup, le principal intéressant en tout cas concernant le film, Julien, je te laisse juste nous dire voilà ce qui t'ont ressenti là au sortir du film. Comment tu te sens ? Hop là, merci. Déjà, bonjour. Puis merci pour l'interview, c'est vraiment agréable. Moi, c'est toujours un plaisir de présenter le film. Que ce soit pour 600 personnes, 10 personnes, 1 personne, c'est toujours la même chose. Et il y a un vrai échange, un vrai retour. Et là, en plus, il y a eu des questions pertinentes qu'on ne me pose pas tout le temps. Souvent, c'est des questions sur Etienne, ce qui ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Sinon, j'aurais fait un film sur moi, si je voulais qu'on parle que de moi. Mais il y a eu des questions sur la réalisation qui étaient cool. Donc non, super ressenti, tout va bien. Alors, tu nous parles d'Étienne, et donc pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, c'est peut-être un peu mystérieux encore, mais donc Étienne, c'est celui qui fut ton professeur d'art graphique, Étienne Druon, hein. Et donc tu lui consacres un film. On peut dire en quelque sorte que c'est une mise en abîme, hein, parce que tu fais le portrait de quelqu'un qui fait lui-même des portraits. C'est déjà ça m'a pas mal interpellée, parce que je me suis dit tiens, il y a vraiment quelque chose comme une transmission et tu arrives à vraiment bien mettre en valeur son travail. C'était ta volonté. Donc d'abord une première question sans doute factuelle et assez simple. Comment t'est venue l'idée et l'envie, le désir de consacrer un portrait à celui qui a été ton professeur ? C'est ce que j'expliquais. Étienne, qui était mon ancien professeur de dessin, donc que je connaissais depuis des années. Donc on s'est quittés pendant 12 ans, chacun a vécu sa vie. Moi j'ai pas mal voyagé, lui a eu donc pas mal de péripéties qu'on voit dans le film justement. Et à travers ces différentes années, moi j'ai travaillé dans le cinéma d'animation pendant 10-12 ans, donc j'ai une sensibilité au cinéma qui m'a parlé à l'histoire, enfin à raconter des histoires. Et je pense tout simplement que je me voyais pas faire un film d'animation sur Etienne, et à travers mes différents voyages, j'ai juste eu envie j'ai aiguisé ma sensibilité au monde, aux vivants, aux gens, et à l'envie de parler des gens qui vibrent en fait, qui me semblent vivre une vie pleinement. Dénué d'un maximum d'artifice. C'est peut-être des mots un peu refaits, surfaits, mais c'est vrai, quelque chose de beaucoup plus simple. Et il me semblait qu'Étienne incarnait cette vie-là. Ce qui a déclenché ça, en fait, j'ai pas choisi réellement Étienne. C'est plutôt en tombant sur ses dessins, ce que j'explique au début du film. C'est en tombant sur ses dessins que j'ai eu l'impression qu'il habitait ses dessins, qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui vit derrière ce qu'il faisait. Donc il incarnait son travail. Comme j'expliquais, des bons dessinateurs, j'en connais beaucoup, des très bons dessinateurs, j'en connais beaucoup. C'est également mon métier. Mais habiter son dessin ou ce que l'on fait, son médium, c'est autre chose. Et j'ai eu l'impression qu'Étienne le faisait, et je l'ai eu l'impression de le voir à travers ses dessins. Et c'est plutôt ça qui m'a donné envie d'aller vers lui et de voir surtout si j'avais vu la bonne chose et si j'avais raison. Donc c'est un peu égoïste, mais c'est vrai. Donc tu travailles dans le cinéma d'animation et pourtant tu parles beaucoup lors de la rencontre et puis là maintenant encore de vibrations. Le film, on en parlera après sur vos ressentis, mais le film est très méditatif, il y a quand même une certaine lenteur, une volonté d'imprégner beaucoup le spectateur. Et du coup je me demandais quel était pour toi je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que le hors-champ, ce qui est en dehors de l'image,
t'intéresse, ce qui peut paraître étonnant pour quelqu'un qui est dans l'image. Non, mais c'est une super question, hein. Assez rare à entendre d'ailleurs. Je pense que c'est un tout. Un peu comme l'essence, finalement, les images c'est les yeux, mais il y a les autres, hein. Donc le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est ça qui fait un être en vie, que ce soit un animal, que ce soit des végétaux. Enfin, on est tous pourvus d'une certaine sensibilité à ce qui nous entoure. Donc je pense que l'image c'est juste un outil. Et c'est pour ça que j'aime l'utiliser pour retranscrire le beau, mais j'aime aussi qu'il soit un vecteur de tout le reste. Et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément, et c'est juste un vecteur en fait. Et vu que je pense être un être humain comme nous tous autour de la table, et d'avoir une certaine sensibilité, et d'être content avec ma sensibilité aujourd'hui, qui grandit tous les jours, c'est de pouvoir la rendre à travers ces vecteurs qui m'intéressent. Donc voilà. Donc oui, le hors-champ m'intéresse beaucoup. On va se tourner vers ton public, Julien, maintenant. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à emmener tes enfants à ce festival ? Qu'est-ce qui vous amène là ? Et puis peut-être, comment vous avez sélectionné ce film ? Est-ce que c'est le titre, Chercheur d'âme, qui est un peu mystérieux ? Est-ce que, qu'est-ce qui vous amène là, toutes les trois ? Tout d'abord, le festival sur le voyage. Moi, je suis une voyageuse. J'ai passé 20 ans à l'étranger. Ça fait que quelques années que je suis revenue en France. Donc, après 2 ans de ne pas avoir pu voyager et revoir un festival sur voyage, j'ai tout de suite bondi dessus. Surtout que ça venait à mes portes ici, là, chez moi. Donc, j'ai tout de suite regardé le programme. Et Chercheur d'âme, ça m'a tout de suite... j'étais tout de suite saisie par ça parce que... Moi, j'ai vécu dans la jungle pas mal d'années avec les enfants. Donc, illustrer surtout avec les dessins, ne serait-ce que sur le programme, de voir le premier dessin, j'étais séduite. Je suis moi-même aussi dans les décors, le dessin, etc. Enfin voilà, il fallait que j'amène les enfants, qu'on revive un peu la jungle qu'on avait un peu connue. Voilà. Et est-ce que vous pourriez, c'est intriguant, est-ce que vous pourriez nous raconter, même si j'imagine qu'il nous faudrait des heures et que c'est toujours compliqué de retranscrire quelque chose de fort comme ça, mais alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus de votre expérience, de votre vie dans cette jungle et puis ce que ça vous a apporté à vous en tant qu'enfant, adolescente ? J'étais très jeune en fait quand j'étais dans la jungle et du coup je trouve ça... pas banal, mais j'ai même trouvé ça un peu... C'est devenu un peu une norme pour moi, mais maintenant ici que je revis en France et je suis loin de la jungle, je la trouve plus extraordinaire qu'avant, mais en regardant le film, c'était presque comme... Je me reliais aux enfants d'Étienne parce que en fait, c'était ça, vraiment, tu es là et tu es entouré de la jungle et vraiment que ça et tu te retrouves... du coup, avec tes frères ou tes sœurs, et t'es là, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, on est entouré vraiment d'une verdure splendide. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes, en fait. Il y a presque aucune règle, entre guillemets, qui vont nous encadrer quotidiennement. Et du coup, on se retrouve libre, on trouve une certaine liberté en étant... T'avais quel âge, toi ? Alors, en fait, j'ai quand même passé du temps pendant une période de 6 mois alors que j'avais 7-6 ans. Du coup, j'ai passé plus des moments dans la jungle quand j'étais plus petite, entre mes 5-7 ans. D'accord. Et ta sœur ? À la jungle, je trouve que ça demande vraiment d'être posé et parce que c'est un peu une sensation comme déjà l'atmosphère c'est beaucoup plus humide et du coup d'un coup ça te met du poids et tu dois être là parce qu'il y a plein de choses qui se passent tout autour de toi, plein d'êtres et si tu fais pas gaffe, quelque chose pourrait mal se tourner.
Du coup, il faut vraiment que tu sois dans le présent, posé pour tout... Attentif, exactement. Et pour... pas... Enfin voilà. Et je trouve que ça change vraiment de la ville parce que généralement il n'y a pas trop d'animaux, d'insectes venimeux enfin voilà, pas prévu. Et du coup tu peux être beaucoup plus détaché un peu dans ta tête, alors que la jungle c'est pas pareil quoi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du film de Julien ? Et je trouve que ça a vraiment ça a donné cette image de la jungle. Je trouve que ça c'était très bien fait parce que il y avait, je sais pas, on se sentait beaucoup plus là. Il montrait beaucoup les animaux et tout autour, et ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait des choses qui se passaient tout le temps et que, enfin voilà, il fallait les observer. Et aussi il a fait ressortir l'humidité. Il a montré plusieurs scènes de pluie, et ça j'ai trouvé que c'était assez réconfortant parce que il y a beaucoup de pluie là-bas, en tout cas où j'étais. Tu utilises le mot réconfortant. Réconfortant, pourquoi réconfortant ? Ça paraît étonnant. Moi, tu me dis des scènes de pluie, je me dis aux abris. Je sais pas, parce que j'ai passé beaucoup de mon enfance du coup là-bas, et la pluie, j'aime bien parce que ça te met où que tu dois être dans un endroit abrité, et que tu sais que tout autour de toi il y a quelque chose, il y a de la pluie, et que toi t'es chez toi et t'entends la pluie tomber sur le toit, et t'es bien au chaud, et c'est vraiment agréable. Du coup c'est pour ça que c'est réconfortant. Est-ce que vous avez des choses prévues pour la suite du festival ? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Vous l'aviez choisi, donc c'était maman qui l'avait choisi, le film, et vous avez d'autres envies pour la suite ou... Comme j'ai beaucoup apprécié ce film, j'aimerais bien aussi voir les autres films du festival, et du coup j'ai hâte. Et j'avoue, je connais pas le reste du programme, mais ouais, j'aimerais bien voir d'autres films, savoir comment ça s'est fait et tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que, Julien, pour terminer, t'as un petit mot à ajouter, ou qu'est-ce qu'on peut te suivre de quelle manière pour la suite des projets ? Est-ce que tu peux nous faire une petite mise en bouche pour la suite ? Déjà, juste quelques mots sur mon public, comme tu l'appelles, parce que en fait elles ont tout dit. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à ajouter. À 300% avec ce que vous avez dit. En termes de sensibilité, je sais pas, je rajoute rien. Je suis très content d'entendre ça. C'est génial, c'est un super retour pour moi. Et ensuite, pour me suivre, disons que j'ai eu mes mails, mais bon, ça je sais pas si c'est directement dans le programme du festival, ou on pourra peut-être le retrouver sur le site. Puis moi, sinon, c'est le prochain projet là, donc je peux en parler parce qu'on part début juillet avec Julien Defourny, qui est aussi au festival, qui va présenter son film, et donc on part 3 mois en Équateur, chez le peuple Chouar, et donc je devrais ramener un film de tout ça pour rester un peu mystérieux. Donc un film à suivre de Julien Belin, d'autres projets en perspective. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, et puis je vous souhaite un très très bon festival. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Voyageurs, auteurs ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la planète. Allo la planète. Vous embarquez ?
Allô la planète. Auteur, interview, réalisateur, interview. Je m'appelle Doris Lacombe. Bon, je dis peut-être pas mon âge, c'est pas la peine. Je suis une preuve de sagesse. Je suis hyper heureuse de participer pour la première fois de ma vie à un festival d'aventure, du film et puis du livre aussi en même temps, du livre d'aventure. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire des belles choses. Bien sûr. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai commencé par être danseuse, puis danseuse étoile. J'ai eu malheureusement un accident à la hanche, donc j'ai dû arrêter, mais j'ai été professeure de danse pendant 30 ans. Après, j'ai été bergère, 5000 moutons en montagne. Et puis après, j'ai créé et fondé une école de cirque pendant de nombreuses années. Et maintenant, je marche. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Afrique ? On dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout à fait par hasard. C'était après mon accident. Quelqu'un est venu me demander de la remplacer en Mauritanie pour aller vérifier si l'eau arrivait bien à l'école. Et sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion, mon sac à dos et je suis partie en Mauritanie. Voilà. Tu y es resté longtemps ? Un mois. Et là, j'ai découvert un pays magique parce que c'était il y a 23 ans. Depuis, ça a beaucoup malheureusement changé. Et puis, je suis retournée, j'ai poussé jusqu'au Sénégal. Le Sénégal m'a plu, je m'y suis installée, j'ai vécu 10 ans là-bas. D'accord. En rentrant quelques mois en France. Et quelle était la place de la marche, du coup, dans cette vie ? Déjà, en Afrique, on marche beaucoup. Dans le sable, au bord de l'eau, on n'a pas beaucoup de voitures, on marche. Les Africains marchent. Pas à des grandes distances comme on peut le faire, nous, les marcheurs, les trekkers, mais ils marchent beaucoup. C'est leur quotidien, en fait. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et puis un jour, disons que j'élevais une petite guenon, un petit singe patasse qui avait été blessé, qu'on m'avait apporté, que j'ai gardé. Et je voulais faire au départ un grand voyage avec elle. Ça ne s'est pas fait. Et un jour, ça m'a pris, j'ai dit, je pars. J'ai pris mon sac à dos. Je connaissais l'Afrique, je connaissais le fleuve Sénégal un peu. J'ai dit, allez, je remonte le fleuve Sénégal. L'idée, c'était ça, c'était de remonter ce fleuve, mais à la quête de quoi ? De rien. Je suis vraiment de rien. Vraiment de rien parce que je ne connaissais rien à rien. Mais c'est en marchant que j'ai découvert, déjà moi-même, je me suis découverte, mes limites et la rencontre des gens. J'ai rencontré parce que je suis allée sur des pistes où même des blancs ne sont jamais allés. En Guinée, des femmes n'avaient jamais vu de blancs. Et là, c'est fabuleux de vivre. L'accueil était, il y avait pas de suspicion, il y avait un accueil immédiat. Immédiatement. On s'arrachait ma présence dans la maison, tout le monde me voulait. J'ai jamais eu de problème, jamais. Combien de temps a duré ce voyage ? J'ai marché 2 fois 5 mois, 2 hivers. Je faisais la course avec personne. J'écoutais mon corps surtout. Voilà. Quand ça allait plus, je m'arrêtais. Ça a été très 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 dur et j'en parle beaucoup dans mon livre, physiquement et moralement. Moralement aussi, ça a été très très... Pourquoi ? C'était quoi ? L'isolement ? C'était le fait d'un environnement que tu maîtrisais pas ou que tu connaissais peut-être moins bien ? Je me suis retrouvée parfois dans des situations, dans des hameaux tellement perdus que je me disais mais qu'est-ce que je fais là quoi ? Puis il n'y avait rien à manger, ou très peu, j'étais maigre comme un clou. Mais j'ai continué parce que j'avais pas de possibilité, ni de retour en arrière, Il fallait continuer, c'était obligatoire. Il fallait continuer. Je ne pouvais pas revenir en arrière, il n'y avait pas de possibilité, j'étais trop loin de tout. Donc j'ai continué, et puis je n'ai pas regretté, parce que ça a été des découvertes en découvertes. Ça a été dramatique parfois, j'ai failli mourir plusieurs fois. Je m'en suis toujours sortie parce que j'ai une bonne étoile. Puis j'ai eu beaucoup d'initiations aussi africaines, donc ça m'a beaucoup aidée. Parce que tu y crois, toi, en la bonne étoile ? Ah, évidemment. De toute ma vie, elle m'a suivie. Ouais. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas laquelle c'est, mais je sais que j'ai une bonne étoile. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de cette expérience, de ce voyage ? Une envie de repartir ou... Ah oui, je suis repartie après ça. J'ai fait des treks au Laos, en Inde. Et puis là, j'ai tellement de projets qu'il me faudra une deuxième vie pour arriver à tout faire. C'est quoi tes projets, sauf si c'est indiscret ? Non, déjà, je m'installe en Casamance, au sud-est du Sénégal. Ouais. Je loue une petite maison au bord de l'océan, là-bas. Et de là, je repars découvrir le pays Bassari,
C'est la seule région du Sénégal que je ne connais pas. Donc là, je pars à pied, comme mon premier trek, dans les montagnes, à la découverte. Je ne vais jamais là où il y a des touristes. Je vais toujours me perdre dans des endroits... C'est un besoin de solitude ? Non, parce que je n'aime pas être seule en fait. Mais en marchant, je ne peux marcher que seule. Parce que quand on est accompagné, on n'a pas du tout... on n'est pas reçu de la même façon. Les gens ne nous perçoivent pas pareil. La dernière partie de mon premier trek, quand j'ai eu une fissure du métatarse, j'ai dû m'arrêter 1 mois et demi. Et après, j'avais mal. Donc, j'ai pris un jeune homme du village pour porter mon sac. Je ne pouvais plus le porter. Mais je n'étais plus reçue pareil dans les villages. C'était plus la même chose. Donc, je me suis juré de ne plus repartir accompagnée. D'accord. Et donc, ton prochain départ ? Alors, mon prochain départ, le prochain trek, ça sera le long de l'océan Atlantique, toute la côte ouest. C'est pas très long, mais je veux le faire parce que pour marcher dans la mer, dans l'océan, là je serai avec plusieurs amis à moi. Mais mon grand trek en solitaire, ça sera l'hiver prochain, je pense, ou plutôt le printemps prochain, janvier, février, mars, avril, à peu près. Donc on n'aura pas le plaisir de t'accueillir pour la seconde édition ? Maybe. Eh ben Doris, je te remercie. Merci beaucoup et je suis ravie, vraiment heureuse d'être ici avec vous tous. C'est gentil et puis bon voyage. Merci beaucoup. Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Tu veux rejoindre l'équipage d'Allô la planète ? Eh bien, intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la planète. Hello. Hola. Hello. Ciao. Joyeuse Escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allô la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022. De la web radio Allô la planète. Vous Bernard, vous êtes le créateur de tous ces instruments ? Oui, c'est moi le créateur de tous les instruments, oui. C'est un travail de longue haleine, ça fait plus de 20 ans là, que je construis les instruments. Oui. Et justement, pourquoi vouloir créer vos propres instruments ? Pour 3 raisons, mais c'est venu un peu par hasard. Hein. Donc j'ai commencé à en créer pour accompagner un copain, un conteur. Et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait. Puis j'aimais beaucoup toute la famille des lamellophones, vous voyez, des xylophones, vibraphones. Et donc les premiers instruments, c'était ça. Et puis au bout de 2 ou 3 instruments, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup parce que je faisais de la musique, je faisais de la physique, j'aime beaucoup la physique. Et puis quelque chose qui s'apparente aux arts graphiques aussi à un moment donné, il faut aussi les rendre beaux, les instruments, voilà. Donc voilà, c'est devenu une passion et je ne peux plus m'arrêter, c'est devenu une maladie. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Plus de 20 ans, oui. J'ai une grande admiration pour leur fabrication d'instruments. Parce que non seulement c'est très esthétique, mais en plus je trouve qu'ils arrivent à un résultat qui est quand même extraordinaire. C'est tous, aussi bien celui-ci que celui-ci dont je ne connais pas les noms, j'y connais rien, mais le résultat je le trouve est très 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 beau. J'ai bien aimé parce qu'on a voyagé quand même avec différents morceaux. C'était vraiment très agréable et puis très surprenant parce que tous ces instruments ont été fabriqués. Et c'est étonnant au niveau vibration, résonance, la qualité de ces instruments, avec du matériel de récupération, c'est quand même superbe. Et justement, est-ce que vous pouvez me décrire vos instruments ? Donc ce soir, vous êtes venu avec une sorte de
Xylophone, expliquez-moi. Oui, c'est un métallophone. Donc c'est proche du vibraphone. Vibraphone, ce sont des lames d'aluminium. Mais après, la géométrie de la lame, va faire que ça s'appelle un vibraphone ou pas. Enfin, il y a une géométrie très particulière sur les vibraphones. Et puis le vibraphone, c'est un instrument magnifique, mais très difficile à transporter pour faire des concerts en plein air. C'est long à monter, c'est lourd, etc. Donc je voulais faire un instrument de cette famille-là, mais léger. Celui-là, je peux le porter sur le dos facilement, il n'est pas si lourd que ça. C'est composé de lames en aluminium ça c'est très particulier, qui sont au départ des losanges. L'instrument il s'appelle l'arlequin gondolier, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est les losanges, ça rappelle l'arlequin. Et ensuite les lames sont pliées, les bouts sont pliés, ce qui fait que si vous retournez la lame, c'est à peu près la forme d'une gondole. Ça donne un son très particulier. Donc c'est un peu le cousin du xylophone. Oui, voilà, du vibraphone aussi. Voilà. C'est cette famille-là, la mélophone. Oui. Le plus étonné, je pense que c'est la boîte à biscuits quand même. Alors la boîte à biscuits, oui, donc dans les commentaires j'ai dit que c'était à l'origine une boîte de lokoum, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais bon, c'est une boîte de lokoum ou une autre boîte, la forme de la boîte est importante. Si je prends des boîtes plus petites, le son est intéressant, mais le son est plus aigu, plus dur. Donc la boîte elle joue par sa forme et par son volume. Pas tellement par la matière, c'est par son volume surtout. Et puis là-dessus, donc il y a une table. Alors ça aussi, c'est l'originalité de l'instrument. Une des originalités de l'instrument, c'est une table en polystyrène. Donc ça surprend toujours les gens parce que le polystyrène, c'est fait pour isoler les sons, les atténuer en tout cas. Et non, là, en fait, c'est un matériau très intéressant pour faire des tables parce que ça ne pèse rien. Donc on le renforce avec du bois. Et finalement, j'ai des tables, alors aussi bien pour les violons, les contrebasses que pour celui dont vous me parlez, là, qui s'appelle le ukubombo, qui sont à surface égale, qui sont beaucoup plus légères que sur des instruments de musique où là, tout est en bois. Et ça ressemble un peu, c'est comme un petit ukulélé, on pourrait dire ça ? Oui, alors, effectivement, le manche, parce que c'est un peu compliqué à faire, je le récupère c'est un manche de ukulélé, qui est un petit peu modifié pour l'instrument. Voilà, ça ressemble, mais ça peut s'apparenter, ça ressemble aussi à la mandoline parce que je l'accorde comme un violon, donc comme une mandoline aussi, quoi. Et les autres instruments, là, je vois qu'il y a une contrebasse. Non, ouais, une contrebasse, c'est ça. Alors, la contrebasse, oui. Alors c'est comme le violon, table en polystyrène, renforcée par du bois. Et puis j'ai eu la chance de récupérer un très très bon musicien, c'est un premier prix de conservatoire à Paris, là, de Didier Benayoun, donc c'est un plaisir de jouer avec des bons musiciens comme ça, quoi. Et ici il s'est mis très très vite à cet instrument, là, la position est différente, hein, l'accordage est un petit peu, enfin ça s'accorde comme une contrebasse, mais le système de cordage est un peu spécial, voilà. Alors après c'est la guitare, oui, donc moi je l'appelais Bombo Six, parce que c'est un bombolon à 6 cordes. Là c'est un peu le même principe aussi que le bombolon aussi. L'avantage pour moi c'est que c'est des instruments qui s'apparentent quand même à des instruments très utilisés. Le ukulélé, la guitare, la contrebasse, etc. Ça permet de jouer un type de musique, par exemple comme le jazz manouche, un peu dans lequel Mais j'ai d'autres instruments aussi beaucoup plus différents. Mais là par contre, je les présente dans des expos plutôt, mais bon, pour des petites des soirées comme ça, assez courtes, je peux pas déplacer tout, ça va être trop compliqué, quoi. Moi j'aime bien le violon avec derrière comme un saladier de cuisine bricolé. Un saladier qui sert de caisse de résonance. Et pareil, table en polystyrène. Alors là, il est renforcé. Là, c'est un peu particulier. Donc, il faut du bois au-dessus et en dessous pour le renforcer, hein, parce qu'il y a quand même toute la pression des cordes qui est importante. Hein. Et au-dessus, c'est renforcé par cette douette du bois d'arbre fruitier, peut-être du cerisier ou des choses comme ça. Et que j'ai récupéré. Il y a beaucoup de récupération dans ce que je fais. Franchement, on se dit qu'avec ça, on peut faire en fait, un super instrument avec juste de la récupération, avec peu de bois. Oui, et puis c'est puissant, et ça c'est intéressant. Ouais. Justement, moi, c'est la question que je me pose, est-ce que ça vous coûte cher de faire ces instruments ? Non, ça me coûte. Alors je compte pas le temps que j'y passe, évidemment. Mais
Non, sinon c'est pas cher. Saladier, je sais pas, pour quelques euros. Et puis le polystyrène, ça coûte rien. Non, les cordes sont. Si les cordes de violon, je prends. C'est quand même des vraies cordes de violon. Donc ça va pas chercher bien loin. Si j'en ai pour 40 euros là, en tout, c'est un maximum, quoi. Et votre batterie, celle qui... Alors, la batterie, donc là, elle est fabriquée à partir d'un bidon qui devait contenir peut-être pas du pétrole, mais enfin un produit chimique qui a été recoupé. Et tabac en polystyrène aussi. Et l'originalité, c'est que sur la grosse caisse des batteries, vous avez une pédale avec un marteau qui d'habitude vient frapper sur une surface verticale, quoi. Et en fait là, la pédale, elle est dedans et vient frapper la table par en dessous. Alors ça a un avantage. Voilà, il y a Renaud qui nous fait une démonstration là. Et c'est l'avantage, c'est que du coup l'instrument est beaucoup plus compact et c'est très compliqué à transporter une batterie, c'est très lourd. Hein. Celle-là, elle se transporte facilement. Elle est légère, donc c'est l'avantage. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Là aussi, ça va avec des matériaux récupérés. Alors, oui, donc outre la grosse caisse, ce qui remplace la Charleston, c'est l'espèce de double cymbale là, qu'on appuie avec le pied. C'est en fait le fond d'une bouteille de bière avec des petits clous dedans, quoi. Et pour se faire chip, voilà, ce son-là. Alors, l'intérêt aussi pour moi, c'est de ce genre de batterie, c'est que c'est quand même nettement moins puissant qu'une batterie. Et on ne pourrait pas jouer avec une vraie batterie, c'est trop puissant, il faudra amplifier les autres instruments. Là, ce serait dommage d'amplifier les instruments, il faut les écouter avec le son naturel. Voilà, vous n'avez pas de sono, vous faites tout sans sono, et ça s'entend, et ça fait un son super. Et oui, parce que c'était d'abord, ils ont un son particulier, même si ça ressemble à des instruments connus. Si on amplifie, on reconnaît plus le son d'origine, parce qu'avec l'amplification, on peut modifier comme on veut le son. Hein. Mais c'est vraiment un choix, oui, de faire des concerts acoustiques. Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète.